Bien, nous allons donc reprendre avec cette deuxième table ronde, dont le sujet peut paraître assez proche, mais qui est quand même, et on va recouper certains sujets, mais quand même légèrement différent, et dont l'objet, en fait, est de traiter des opérations immobilières mixtes, publiques et privées. Donc cette fois-ci avec un élément de commande publique assumé, et pas une question de frontières et comment on les traite. Donc mixte, ça veut dire quoi? Mixte parce que l'opération comprend un programme immobilier privé et un équipement public ou des logements sociaux, mais aussi avec un cas peut-être un petit peu plus particulier de mixité entre des logements sociaux et un équipement public. Comme je suis juriste et que je commence, je vais vous infliger quelques éléments juridiques et quelques figures juridiques qui vont être mobilisées et que vous reconnaîtrez sans doute au fur et à mesure des propos. Euh, et donc, je vais vous imposer une litanie la plus courte possible de définitions que vous allez sans doute reconnaître au fur et à mesure. Donc, le premier élément, la première figure juridique, qui est finalement relativement nouvelle, me semble-t-il, en tout cas qui était pas aussi bien reconnue, est celle du contrat mixte en particulier, celui de l'article 1312-1 du Code de la commande publique. Je ne vous demanderai pas de retenir les numéros d'articles à la fin de l'intervention, surtout qu'avec cette codification du Code de la commande publique, à titre personnel, j'en suis absolument incapable. Je ne sais pas qui est capable de faire ça. Et donc, contrat mixte du 1312-1 qui nous dit que lorsqu'un acheteur conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins objectivement indissociables, qui d'une part relève du droit de la commande du droit commun des marchés publics et d'autre part ne relève pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Donc la première figure, celle du contrat mixte, c'est celle d'un contrat unique avec des besoins objectivement indissociables et qui relève pour partie donc de la commande publique, du droit commun des marchés publics, et pour partie d'autre chose, et c'est l'objet principal qui va permettre de déterminer le régime juridique. Ça, c'est ce contrat mixte sur lequel on va beaucoup tourner euh, au cours de nos débats de tout à l'heure. Il y a un deuxième concept, en fait, cette fois-ci un peu plus protéiforme, qui est celui de la VFA publique, peut-être plus ancien, que de façon peut-être un peu simplificatrice, je vais décliner en deux éléments qui sont ce que la pratique appelle les VFA d'opportunité, qui se résument à être des contrats dont l'objet immobilier d'acquisition d'un immeuble. On sait que les VFA sont des contrats complexes de construction et de vente, mais l'objet immobilier l'emporte et la VFA d'opportunité est donc est considérée comme une simple acquisition d'immeuble. Et donc, alors contrairement à ce qu'on continue de dire, je pense aujourd'hui, n'est pas exclu du code de la commande publique, hein, mais obéit, depuis le code de la commande publique, à un régime particulièrement allégé. Alors, ça donnerait lieu à des débats dans lesquels on ne rentrera pas. Ce sont des autres marchés, ça reste quand même des marchés publics, mais ce sont des autres marchés qui n'ont pas la présomption de qualification administrative, donc qui sont des contrats de droit privé et qui sont régis par le livre 5 de la deuxième partie du Code des marchés publics, en l'occurrence l'article 2512-5 premièrement, pardon, du Code de la commande publique. Comme sorte de sous-catégorie que Arnaud Canu a évoqué tout à l'heure, on a une imbrication avec une forme de VFA d'opportunité qui est celle du Code de la construction et de l'habitation, qui sont donc les VFA du secteur HLM de l'article 433-2, qui pose des critères, on reviendra enfin, on reviendra sûrement dessus, un peu différents, puisque ça vise des logements inclus dans un programme de construction à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. Donc, qu'on peut considérer dans le cas du logement social comme une forme de VFA d'opportunité, régie également par ce texte-là, et on aura sans doute l'occasion d'en parler. Et puis, deuxième figure de VFA public, ce qu'on peut appeler les VFA minoritaires. Alors, VFA
où je pense que Nicolas Cress aura l'occasion de nous en parler, contrat proche, peut-être parfois contrat un peu démembré de VEFA. L'objectif était à l'origine d'inclure ces VEFA minoritaires. Et puis, vous savez, c'est un petit peu comme la tarte au citron déstructurée. On se retrouve avec des figures qui sont plus tout à fait la même chose. Et ces femmes minoritaires, elles répondent à ce qu'on appelait l'article 30, l'ex-article 30 du décret de 2016, et qui aujourd'hui sont régies par l'article 21-22-3 du Code de la construction, du Code de la commande publique, et qui prévoit une procédure sans publicité ni mise en concurrence euh, lorsque l'acquisition par une personne publique d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire est assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur. Oh, on entend. Ah oui, c'est mieux comme ça. D'accord. Donc je continue. J'espère que vous avez quand même suivi deux, trois mots. Donc je continue. Donc on a parlé des contrats mixtes, des VFA avec deux figures et je dirais le dernier objet dans cette configuration, c'est celui du transfert de maîtrise d'ouvrage qui est possible entre acheteurs soumis aux règles de la maîtrise d'ouvrage public, c'est-à-dire au livre 4 de la deuxième partie du Code des marchés publics et plus précisément à l'article 24-22-12 du Code de la commande publique qui permet effectivement un tel transfert de maîtrise d'ouvrage lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage publics. Ce sont des concepts qu'on va utiliser dans l'hypothèse où l'objet commande publique est minoritaire par rapport à une opération mixte à caractère immobilier qui est majoritaire. Et bah, à un moment donné, on va avoir la figure inverse, c'est-à-dire que l'opération immobilière est minoritaire, ou en tout cas accessoire, enfin les termes varient, par rapport à l'objet de commande publique. Et dans cette hypothèse-là, on se retrouve avec une autre figure qui est celle de la figure du programme immobilier d'accompagnement, on appelle programme immobilier d'accompagnement en règle générale dans la pratique, accessoire à un contrat de la commande publique. Ce type de valorisation immobilière est particulièrement défini dans le cas spécifique des marchés de partenariat puisque il existe un régime qui est prévu par les articles 22, 33-1 et suivants du Code de la commande publique, un peu plus, enfin même beaucoup plus embryonnaire dans le cadre des concessions, donc on parlera peut-être un peu moins, qui est visé à l'article 3132-3 du Code de la commande publique s'agissant de baux. Et puis pour les marchés publics, à part le cas très spécifique de la Société du Grand Paris, l'adjonction d'un programme immobilier d'accompagnement, d'une opération de valorisation à un marché public et au cas particulier, souvent à un marché global, ne fait l'objet d'aucun texte particulier. Donc après avoir donné ces quelques éléments de définition qu'on va retrouver dans nos débats, je vais immédiatement laisser la parole aux différents intervenants qui vont intervenir de façon séquentielle avec la possibilité de poser un certain nombre de questions après chaque intervention. Puis ensuite, on verra si on a le temps, notamment de pouvoir faire un jeu de questions plus général. Donc, autour de cette table ronde, Nicolas Cress, qui est responsable des appels à projets urbains et des montages à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Immédiatement à ma droite, Armelle de Gueffier, qui est directrice des PPP, Grands Projets et Relations Institutionnelles du groupe Duval. À ma gauche, de Immobilière 3F, des responsables juridiques Aurélie Galta et Delphine Rondeleux. Bruno Saldarcan, directeur juridique immobilier résidentiel de Nexity. Et pour conclure les débats, synthétiser ce que nous allons dire et donner son approche sans doute conceptuelle et universitaire, le professeur Jean-François Lafay, donc un professeur à l'université de Strasbourg.
Voilà, j'en dirai pas plus pour aussi tenir le délai et donc passer immédiatement la parole à Nicolas Cress. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Hem, alors, moi, je vais commencer direct par la conclusion, puisque, mon propos vise à illustrer un peu la table ronde précédente sur les cas pratiques de la ville de Paris et notamment avec un retour d'expérience sur les outils, présentés par l'outil juridique présenté par, Tenaillot. Et ma conclusion est que ces outils sont complexes et que, même si je ne suis pas toujours preneur d'une production réglementaire législative, il faudrait vraiment qu'on travaille à des outils plus simples pour la valorisation mixte. J'ai bien aimé ce matin le terme d'hybridation, qui est, qui était le sens du propos de la table ronde précédente, qui montrait bien que, aujourd'hui, on avait des projets immobiliers qui incluaient une part de public et une part de privé et que tout ça, c'était, un seul et même projet immobilier. Et pour tout vous dire, je plaide depuis quelques années, pour la notion de opération d'aménagement vertical. Et je pense qu'il faudrait, l'équivalent de la concession d'aménagement à l'échelle de l'immeuble. Voilà. Donc je vais essayer d'illustrer tout ça au travers de la pratique de valorisation de la ville de Paris, de production d'équipements publics. Alors quelques chiffres, la ville de Paris est propriétaire d'environ 8 000 bâtiments, ce qui est pas rien. Et des bâtiments très variés, puisqu'on a des équipements publics, du logement, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme locaux d'activité, on en est propriétaire et on le gère, hein, tout, je peux vous garantir. Vous avez un article dans la presse hier, on vient d'acheter des boîtes de nuit, hein, on vient d'acheter une boîte de nuit dans le 9e arrondissement, et ben on le gère. Voilà. Donc, on a déjà, avec ce patrimoine immobilier, une forte logique d'optimisation et de valorisation interne par nos propres besoins. Sonia Samadi, qui a fait ça pendant longtemps ici, à transformer des crèches en centres d'animation et vice-versa pour répondre à nos besoins. Voilà, optimiser le parc. Et malgré cette forte capacité à optimiser un parc avec nos propres usages, on a une forte action foncière puisque on assure à peu près 200 millions d'euros de dépenses foncières, hein, je parle foncier, par an, et à peu près l'équivalent, enfin un peu moins, en termes de recettes de valorisation. Donc par an, c'est quand même assez colossal. Hem Et en plus de ma fonction de responsable des appels à projets, je suis aussi responsable d'un service où enfin encore aujourd'hui, j'ai 2 pôles. J'ai un pôle qui s'occupe de la production des équipements publics et du logement social, donc qui fait des acquisitions, et un pôle qui s'occupe de la valorisation et des recettes. Donc la mixité et l'hybridation, c'est quand même quelque chose qui n'était pas d'une évidence, folle encore jusqu'à il y a pas très longtemps. Et si je pointe plus spécifiquement la notion d'équipement public et que je regarde comment ont été réalisés les équipements publics ces dernières années, alors j'ai pris sur 8 ans à peu près, on se rend compte que, alors j'ai exclu tout ce qui était jardin, évidemment, puisqu'il n'y a pas de bâtiment, mais sur les équipements publics construits, on a quasiment, vous voyez, le 3 quarts qui sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage externalisée. C'est-à-dire que seulement un quart des équipements produits par la ville de Paris sont construits par la ville de Paris. Dans 3 quarts des cas, ce sont des équipements qui sont déjà imbriqués avec des programmes autres et réalisés du coup par des promoteurs, des bailleurs sociaux ou des aménageurs. Donc au travers des 3 outils présentés par monsieur Tenaillot tout à l'heure, donc, et d'un quatrième qui est celui de la concession d'aménagement, puisque nos aménageurs peuvent se voir habilités à construire des équipements au titre de la concession d'aménagement. Voilà. Donc c'est quand même important, ça fait à peu près, vous voyez, 45 équipements publics construits sous maîtrise d'ouvrage externalisée. Et parmi ceux-là, parmi ces 60 équipements publics construits neufs ou rénovés, seulement 8 ont été réalisés à l'occasion d'une opération de valorisation. Donc c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai 200 millions d'euros d'opérations de valorisation chaque année et seulement 8 opérations, sur 10 ans dans lesquelles on a, inclus dans la valorisation la reconstitution d'un équipement. Ce qui traduit une difficulté à valoriser les équipements publics existants au travers de projets mixtes et à faire réaliser ces fameux projets mixtes. Voilà, et ce qui est un indicateur de la complexité des outils mis en œuvre. Alors je vais pas
m'attarder là-dessus puisque la table ronde précédente l'a vraiment précisé. Mais si je prends un historique de la politique de valorisation et immobilière de la ville de Paris, effectivement, il y a 10 ans, je vous aurais dit, c'est avant tout une logique d'optimisation des recettes. Aujourd'hui, je vous dis, comme la table ronde précédente, c'est avant tout une logique de valorisation pour accompagner les politiques municipales, hein, que ce soit la réalisation d'équipements publics, la réalisation d'équipements privés d'intérêt général, hein. Aujourd'hui, la ville de Paris se lance dans un dispositif de préservation du commerce, donc ce qui n'est pas des équipements publics, mais se relève de l'intérêt général aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas dit il y a 5 ans que ça relevait de l'intérêt général. Donc c'est avant tout ça, la table ronde précédente l'a bien dit, et donc je ne vais pas m'attarder. Et de la même manière, si je regarde les modes de réalisation des opérations de valorisation, il y a 10 ans, on aurait peut-être fait, je vais passer directement à la slide d'après. Il y a 10 ans, la ligne vente par adjudication sur un seul critère prix aurait été majoritaire. Aujourd'hui, elle ne représente que 6 des opérations de valorisation depuis 2020, hein. Donc, il veut bien dire que l'objectif d'une opération de valorisation, c'est avant tout l'intérêt général. Et on le revoit sur les 2 premières lignes en vert, où les appels à projets urbains innovants et les ventes après consultation en lien avec les collectivités locales hors Paris représentent quasiment 40 des sessions. Donc, le format type appel à projet sur un mieux-disant, c'est quasiment la moitié de nos opérations. D'où cette notion d'intégration de l'intérêt général. Si je regarde encore une fois les critères, mais ça c'est pareil, ça a été un peu abordé précédemment, mais c'est important de le redire quand même. L'évolution de la politique de valorisation sur 10 ans, donc il y a la raréfaction du foncier. Les premières à inventer Paris, ça a été sur du foncier qui était désaffecté, hein, des biens dont on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, on fait des réinventés Paris sur des biens, il ne reste plus que des biens occupés en usage, hein, des biens exploités. Et donc, effectivement, la politique de valorisation a d'une part amené à réaliser des projets privés qui contribuent aux politiques publiques, hein, et non plus des valorisations sur le seul sujet financier. Mais en plus, on a intégré des sujets environnementaux et sociétaux qui a conduit à généraliser la méthode de type appui, tant sur la méthode de consultation que sur les critères de détermination du prix, du juste prix, au regard du projet développé, hein, et forcément les clauses qui ont été présentées avant de contrôle en termes de complément de prix ou de contrôle des destinations pour être sûr que le projet réalisé il soit cohérent avec le prix de vente. Et en conséquence de ces 3 points, c'est quelque chose que je constate de manière vraiment flagrante, c'est que on est aujourd'hui amené à réaliser des projets mixtes publics-privés de plus en plus. Alors, comme je l'ai présenté précédemment, ça représente jusqu'ici que peu d'opérations. Alors, pourquoi ce décalage entre un besoin de mixité et finalement peu d'opérations mixtes? Alors, je vais vous présenter un peu 3 cas de figure, en fait 3 exemples en lien avec les outils développés par Sotoneyo précédemment. Le premier, c'est celui qui est analogue à ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire au contrat mixte. C'est les cessions à un opérateur privé où on impose la reconstitution d'un équipement public. Donc, il y a eu, c'est les 8 opérations que je vous ai présentées tout à l'heure, hein. Donc, sur 56 appuis, appui c'est appel à projet urbain, donc 8 projets de valorisation impliquent la reconstitution d'équipements publics. Si je détaille dans ces 8, il y en a la moitié qui ont été faits en contrat mixte, donc contrat relevant du droit privé, et la moitié qui ont été faits avec le fameux article 30, donc un marché public sans mise en concurrence, en application du R 21-22-3 du CCCP. Et le premier d'entre eux, d'ailleurs, a été signé avec Think City, que je remercie encore, hein, le premier article 30 de la ville de Paris, voilà, avec une coopération intéressante. Euh, donc, et, alors, aujourd'hui, on a un débat, on va l'illustrer sur l'exemple d'après, mais c'est que notre doctrine, nous, entre contrat mixte et marché article 30 à l'occasion d'une valorisation, il y a des débats juridiques qui sont assez vifs et que je vais illustrer sur l'exemple d'après. Mais notre doctrine aujourd'hui, c'est que lorsqu'on valorise, on peut toujours être dans les critères de l'article L 1312-11 du 1 du CCTP, c'est-à-dire en contrat mixte. C'est-à-dire que notre but premier, c'est de valoriser et c'est pas de faire réaliser un équipement en le finançant par un programme économique
annexe. Mais une fois on est dans ces critères, entre les 2 contrats, on préfère utiliser le marché article 30. Je vais y venir après. Pourquoi? Alors, si je vous donne un exemple, alors cet exemple-là, j'espère que les membres du Conseil d'État sont partis, mais il a fait l'objet de vifs débats juridiques puisque c'est un IMGP 1, port de Saint-Ouen, IMGP, donc une parcelle de la ville de Paris, occupée par un parking concédé à Indigo, un parking vétuste et qu'on a voulu valoriser dans le cas d'IMGP, pour des raisons, vraiment voilà, à la fois de souci de valorisation et de contribution de ces projets immobiliers au rayonnement de l'opération Porte en Place et de la métropole, donc de faire une opération immobilière vertueuse, ciblée à un endroit de Paris, qui nécessitait des investissements privés. Mais le besoin de maintien du parking existant s'est avéré, important puisque c'était un parking relais à la porte de Paris. Donc on a lancé cette consultation avec, une nécessité de reconstituer le parking en place. Alors je rentre dans les détails et je voudrais l'oublier en sortant, mais la recette de valorisation à l'opérateur, c'était 40 millions d'euros. Le coût de reconstitution du parking, c'était 20 millions d'euros. Donc on a une recette nette de 20 millions d'euros. Et je peux vous garantir qu'on a dû passer peut-être allez, une centaine d'heures entre juristes à savoir quel outil contractuel on pouvait utiliser que sur le plan juridique, hein, pas sur le plan opérationnel. C'est-à-dire que une fois, il faut être dans le droit, et après, il y a le deuxième volet, c'est comment on garantit finalement un outil contractuel qui fasse que le projet réalisé, eh ben, il soit réalisé dans de bonnes conditions, autant pour le porteur de projet, autant pour la ville de Paris dans le cadre de la reconstitution de l'équipement public. Finalement, le choix qui a été fait sur cette opération, c'était de recourir à un marché dit article 30, donc le R21-23 CCCP, oui, je ne me trompe pas, 21-22. 21-22, pardon, tiré 3, exactement. J'ai essayé de les apprendre par cœur, mais ça ne rentre pas. Donc, alors pourquoi on a fait ce choix? Parce que vraiment, je rentre sur des sujets, considérations purement opérationnelles et pas juridiques. Parce que la pratique de la ville de Paris, et encore une fois, je remercie New City de l'avoir accepté, ça a été, lorsqu'on signe des VFA publics, ça a été de dissocier le contrat foncier du contrat de travaux. Nous, on ne signe pas comme avant un seul contrat qui emporte acquisition du foncier et réalisation des travaux, on signe deux contrats. On signe un contrat dans lequel on achète un foncier, en l'occurrence là, on a vendu le surplus, hein, et on fait réaliser les travaux par un marché annexe. D'accord? Et pourquoi on fait ça? Pour deux raisons. Trois. La première, c'est que le marché de travaux n'a pas à être délibéré par le Conseil de Paris. D'accord? Donc, c'est une souplesse pour nous, puisque en termes d'adaptation et d'évolution, il peut être modifié avec un formalisme plus simple. La deuxième raison, c'est que c'est une question de temporalité. Alors, nos partenaires promoteurs immobiliers, au début, ne l'ont pas tout à fait compris, mais finalement, y ont adhéré aussi, puisque au moment où je signe la promesse de vente à l'opérateur, alors ici c'était BNP, moi qui est présent dans la salle, ou représente en tout cas, BNP, en fait, le niveau d'étude de BNP, il est à un niveau au mieux APS, hein, si ce n'est pas esquisse. Donc, quelque part, racheter ou se mettre d'accord sur la reconstitution d'équipements publics alors que le niveau d'étude est APS et le figer dans un contrat immobilier, ça paraît déraisonnable. Enfin, c'est une prise de risque pour tout le monde qui est trop importante. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une promesse de cession à l'opérateur sous des conditions suspensives derrière, donc d'obtention du permis, et une fois qu'il a obtenu le permis, de signer ce marché de travaux dit article 30. Ce qui permet de signer un marché, un contrat, à un moment donné où le niveau d'étude et la détermination du prix sont plus sécurisés. Voilà. Et donc, ça a un atout opérationnel plus que juridique. Mais ce type d'opération est, mine de rien, assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on les réalise. Ah, ça, oui, ça marche. Le deuxième type d'opération est celui qu'on réalise finalement le plus souvent. C'est-à-dire, c'est celui qu'a présenté François Tenaillot aussi, où finalement on va céder à un autre maître d'ouvrage public, principalement un organisme HLM ou une SEM réalisant des logements sociaux. Et donc, on fait des opérations avec du logement social en étage et un équipement public en pied d'immeuble.
Alors là, je nuance un peu le propos de François Denaillot. L'avantage de ce type d'opération, on n'est pas l'équipement public n'est pas obligé d'être minoritaire. Heu, Oui, non, c'est pas ce que je veux dire. Alors cela dit, je crois que, on va revenir dessus un peu plus voilà, dans le détail, avec votre expérience. Donc, ouais. et je vais me dépêcher, mais alors c'est le mode opératoire qu'on utilise le plus pour 2 raisons. La première, c'est que c'est pareil, l'outil conventionnel, on signe une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec un opérateur public est très, très souple, en fait, en termes de mise en œuvre. Et en plus, forcément, on travaille avec des opérateurs de confiance qui sont nos filiales. Donc, quelque part, le pilotage de l'opération, il est plus dans la relation de confiance avec notre partenaire, notre filiale, plutôt que dans le contrat, hein. Donc, c'est un énorme avantage en termes de qualité de réalisation et de calendrier de réalisation, qu'on n'a pas ce portage de l'incertitude et du risque. La ville de Paris, finalement, dérisque ses filiales. Si je vous montre un exemple, hop, attendez, il est là, voilà. Là, c'est une opération qui n'est pas encore réalisée et qui est en cours de réflexion. Donc, c'est pareil, je vous prierai de l'oublier en septembre, puisqu'elle n'est pas encore délibérée par le Conseil de Paris. J'ai un centre d'animation un peu poussiéreux et vieillissant ici. Et je me suis mis d'accord avec Élogicien pour réaliser une belle opération. Ils me reconstituent le centre d'animation et ils me font 41 logements locatifs sociaux en étage. Donc, une opération gagnant-gagnant pour tout le monde, avec un inconvénient néanmoins, c'est que, en termes de mixité programmatique, je suis cantonné à du public. J'ai eu des logements publics, logements locatifs sociaux et de l'équipement public. Et il n'y a pas de raison que, finalement, les équipements publics soient toujours en pied d'immeuble de logements locatifs sociaux, hein. En termes de vision urbaine, c'est quand même un peu déceptif, quoi. Donc c'est pour ça que par défaut, on utilise beaucoup Scénario aujourd'hui parce qu'il a une souplesse en termes de réalisation et contractuelle, mais il aboutit à des objets urbains qui sont finalement qui font porter l'intérêt général que par les organismes d'intérêt général. Alors, non, j'ai sauté une étape là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Finalement, entre les 2 opérations, celle qui est très compliquée sur le plan juridique, mais et qui aboutit à des objets intéressants, et celle qui est simple sur le plan juridique et qui aboutit à des objets limités, on a des intermédiaires. Le premier, c'est le Réinventer Paris, c'est l'appui, l'appel à projets urbains innovants. Alors, c'est là où j'ai une petite nuance supplémentaire à apporter à la table ronde précédente, c'est que les Réinventer Paris ont montré que, heu, d'une part, il y avait une notion de contribution aux politiques publiques, mais elles ont développé aussi, enfin, elles ont pas développé, excusez-moi, elles ont accompagné un mouvement sociétal qui est plus fort pour moi, qui est les programmes privés d'intérêt général. Enfin, encore aujourd'hui, la ville de Paris va acheter des commerces pour préserver l'artisanat et la diversité commerciale. Hem, Dans les Réinventer Paris, j'en ai fait moi un retour d'expérience, je pourrais faire une table ronde là-dessus toute la journée, mais on a eu des innovations en termes d'usage. Par exemple, là, une épicerie solidaire, un tiers-lieu, du coworking, de l'agriculture urbaine. Tous ces éléments, tout le monde autour ici dira qu'ils enfin, ils participent à l'intérêt général, pourtant c'est des privés. Après la question qui se pose, c'est quel est le modèle d'exploitation qui est derrière? Est-ce que mon épicerie solidaire, c'est une ESS qui peut absorber 150 € par mètre carré de loyer par an? Ou est-ce que, c'est un opérateur économique, qui va dire qu'il est solidaire, mais quand même qui peut assumer plus de loyer? Donc ça, c'est un vrai sujet que j'ai pas au moment du réinventer, au moment de l'appel à projet. Donc, mais le réinventer Paris a permis d'accompagner ça, et c'est pour ça que la question du prix de départ, elle est aussi fonction des éléments de programme de sortie. Si je prends cet exemple-là qui est livré, c'était l'ancien conservatoire du 13e arrondissement, d'accord, qu'on a reconstruit ailleurs, et le projet qui est livré, qui est ici, qui est en surélévation, donc alors, il prévoit, des logements à destination des jeunes, hein, c'est du logement étudiant principalement, et il prévoit un équipement en pied d'immeuble, enfin, qui est en fait, un centre d'animation privé, si je le dis autrement. C'est une salle culturelle avec des objectifs d'innovation, d'ancrage local, de participation, citoyenne, donc mais qui ne relève pas de l'équipement public. Donc
On l'a valorisé ici en transformant en équipement public en équipement privé d'intérêt général. Et ce qui repose toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure à la table ronde, de savoir ben, comment on le valorise et comment, au niveau financier, comment on le contrôle derrière. Ici, alors j'ai volontairement pris cet exemple en termes de contre-exemple, parce qu'au final, le promoteur immobilier qui a réalisé l'opération a revendu à une filiale de la ville, à la RIVP. Et c'est comme ça qu'on est sûr finalement que le local en pied d'immeuble va concourir à l'intérêt général. C'est parce que je suis certain que le propriétaire qui est lui-même un objet d'intérêt général, va le mettre à disposition. Ah, zut, alors finalement, toutes ces démarches nous ont amenés à réfléchir à quelle est la suite ou quelle est l'alternative pour les projets de type Réinventer Paris qui ont une forte composante d'intérêt général. Donc, j'ai montré tout à l'heure le projet Port de Saint-Ouen. Ici, en termes de programmation, il n'y avait pas vraiment d'intérêt général. L'intérêt général du projet était de participer à l'aménagement de la porte de Saint-Ouen, hein. Il n'y avait pas d'usage, il n'y a pas d'usage dans le projet qui peut être analogue à ce qu'on appelle un équipement public ou l'intérêt général. Dans d'autres projets comme celui que je viens de présenter là, oui, l'innovation, c'était une innovation en termes d'usage, hein. C'était voilà, d'avoir des usages qui participent à la vie de quartier, quoi. Donc, on s'est dit, à un moment donné, il y a quelques opérations qu'on n'arrive pas, il y a quelques fonciers qu'on n'arrive pas à valoriser par un Réinventer Paris parce que ça ne va pas intéresser le privé, ou on ne va pas arriver à faire une maîtrise d'ouvrage nous-mêmes, à faire de l'équipement public, et on ne va pas arriver non plus, il n'y a pas d'intérêt à faire ce qu'on vous a présenté, le logement social et équipement public, parce qu'il y a trop de logement social à cet endroit-là, parce que voilà, l'opération serait déficitaire. Donc, on est en train d'essayer d'expérimenter, et c'est pareil, je vous demande de ne pas trop communiquer dessus aujourd'hui, parce que ça va être présenté au Conseil de Paris, normalement, je croise les doigts en mars, une démarche d'expérimentation qu'on a appelée promotion publique. Alors, et qui peut s'apparenter un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure à la copromotion. C'est une démarche qui ne vise pas à exclure les promoteurs publics et les promoteurs privés, hein. C'est une démarche qui vise à quelque part, les réinventer Paris, c'était faire contribuer le privé un peu à l'intérêt général, mais à partir du moment où la bascule sur l'intérêt général de l'opération, elle est majoritaire, de se dire ben, pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pourquoi on ne ferait pas faire des opérations de promotion mixtes à nos opérateurs publics? Et donc, c'est ce qu'on développe ici. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Ici, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est entouré en rouge. On a un foncier qui est un peu compliqué entre des immeubles de grande hauteur et de l'habitat, enfin, plus villa, on va dire, ou faubourien. Et on a un foncier avec des équipements publics. Clairement, on a un potentiel de constructibilité. Aujourd'hui, cette opération, je l'aurais fait en Réinventer Paris, pas possible. Trop compliqué au niveau contractuel, ça n'aurait pas intéressé aucun promoteur. J'aurais été infructueux. Je l'aurais fait en maîtrise d'ouvrage public, sans doute un coût excessif, compte tenu du fait que finalement les équipements en place, bon, bah, ils vivotent. C'est un atelier de la propriété, un atelier avec le verre, ils vivotent. Donc il n'y a pas de, il n'y aurait pas forcément eu la capacité à mobiliser des investissements lourds pour moderniser ce truc-là. Faire du logement social en 13e à cet endroit-là, interdit. Donc, la démarche qu'on porte, c'est de confier ça à un opérateur qui, nous, est une SEM de la ville, où elle va moderniser les deux équipements et réaliser au-dessus une opération mixte où il y aura un peu de BRS, donc de bail réel solidaire, et du logement libre qui permettra d'équilibrer l'opération, en fait, de faire en sorte que l'opération, au final, ce soit une opération à bilan nul. Donc, je n'ai pas de dépenses, pas de coûts. Donc, c'est renverser un peu la problématique des réinventés où je cède à un privé et je récupère mon équipement public. Ici, c'est je garde mon équipement public, mais je cède la partie privée euh, pour, euh, pour équilibrer l'opération. Alors, j'en ai une autre. Typiquement, là, on en a trois, hein, mais je montre celle-là, la dent creuse. Typiquement, la dent creuse dans le 20e arrondissement, où je fais exactement le même programme. Je confie à un opérateur donc, de la ville la modernisation de l'équipement ici, qui est un atelier de propreté qui est quand même très, très moche, et avec la réalisation de programme au-dessus avec du BRS et du logement en accession. Voilà. Donc, j'en ai encore une autre où, euh, bon, je vais passer parce que ça va être dans le détail. Donc, et une fois qu'on a fait ça,
Alors cette opération de promotion publique, je reste dans le cadre des outils présentés par François Tenaillot. C'est-à-dire qu'on reste sur des opérations immobilières qui relèvent du code civil, hein. Donc c'est avant tout une opération de vente à un aménageur, c'est pas de la commande publique, d'accord? Donc on doit rester dans les critères du contrat mixte, c'est-à-dire que la réalisation de l'équipement, elle doit être indissociable, accessoire, et minoritaire, pour résumer. Et si je voulais faire l'inverse, c'est-à-dire, la confier à enfin, faire une opération avec un peu plus, donc c'était ma slide précédente, zut, ma slide précédente, où la part finalement publique, elle est majoritaire. Je ne sais pas la faire de manière simple dans le droit actuel. Je ne vais pas lancer un marché de partenariat pour faire ça avec mon propre opérateur. Et si je le fais sur un marché privé, personne ne répondra à ce truc-là. Donc j'ai pas d'outils pour le faire aussi dans le droit aujourd'hui. D'où en fait, et en conclusion, mes vœux pour la suite, en termes d'ingénierie législative et contractuelle, je suis persuadé alors qu'il faudrait, quelque part, et moi je ne suis pas juriste, hein, je suis ingénieur, mais qu'il faudrait sanctuariser la procédure, on en a parlé avant, l'appel à projet, c'est défini nulle part dans le code. Il faudrait sanctuariser une procédure de consultation propre, de type réinventé, voilà, où on puisse se permettre d'avoir une sélection sur un mieux 10 ans et des clauses derrière qui permettent de mieux cadrer les engagements dans le temps. Voilà. Deux, alors là, c'est là où je décoiffe un peu. En général, les gens sautent quand je dis ça. Moi, je pense qu'il faudrait l'équivalent de la concession d'aménagement sur un terrain à l'échelle d'un immeuble. Aujourd'hui, tout le monde trouve normal que j'ai un foncier horizontal, je le sais un aménageur, il prête des terrains de charges foncières pour faire du logement privé avec lesquels il va financer un équipement public. Et il y a un contrat ad hoc avec une procédure de consultation simple à l'échelle d'un terrain, mais l'équivalent à l'échelle de l'immeuble n'existe pas. C'est-à-dire, je puisse, ou alors de manière très compliquée avec un marché de partenariat et des programmes immobiliers d'accompagnement. Donc, pour moi, il faudrait l'équivalent, ce que j'appelle la concession d'aménagement vertical. Voilà, ça fait à peu près 20 ans que je le porte. Donc la moitié de ma carrière, je prendrai ma retraite, ça sera dans le code de l'urbanisme ou dans le CCH. Et enfin, de manière plus simple, parce que on a vu que le BRS s'est développé beaucoup et aujourd'hui, les BRS n'ont pas la qualité de maître d'ouvrage public. Donc typiquement, quand je fais mes opérations de promotion publique, je vous l'ai présenté précédemment, je ne peux pas recourir au contrat dit convention de transformation maîtrise d'ouvrage, article 2 de la LOMOP, parce que la réalisation de BRS n'est pas considérée comme la réalisation d'une opération de logement social, de contrat aidé au sens de la LOMOP. Donc ça, ça simplifierait la tâche, puis encore un peu de travail sur le BRS pour clarifier les dispositions qui permettent de faciliter ce type d'opération. Et j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci Nicolas Cress pour bon, ah oui, si je le mets devant un bouche, ça marche. Merci donc pour ces vœux législatifs. Alors, en termes d'organisation, je vous propose là aussi, quand on a cette contrainte de délai, de passer en fait à un des thèmes qui a été abordé par Nicolas Cress, qui est la question du transfert de maîtrise d'ouvrage, avec la vision un peu peut-être juridique, effectivement, et puis la vision de l'opérateur bailleur social, qui viendra compléter ce propos-là et peut-être, on a pas besoin de ça pour moi et peut-être, par la suite, passer la parole à Bruno Salles-d'Arcans sur l'aspect VFA avant qu'on bascule, avec, Armel de Gueffier sur, effectivement l'autre vision, c'est-à-dire l'équipement public, majoritaire. Donc là, on est toujours, sur l'équipement public minoritaire. Sauf, enfin, on n'est pas toujours, puisque précisément, on a cette possibilité de transfert de maîtrise d'ouvrage. Donc, peut-être votre vision. Oui, oui, bonjour à toutes et tous. C'est bien que le transfert de maîtrise d'ouvrage ait été abordé puisque ça va me permettre d'être plus concise. J'avais prévu de vous faire un petit rappel de la définition, mais je pense que je vais m'en passer. Peut-être juste 2 mots sur qui on est. Donc Immobilière 3F, on est une SA d'HLM, donc société anonyme d'HLM, et pour autant, on est pouvoir adjudicateur et évidemment soumis à la loi MOP, dans le cadre en tout cas de notre activité de logements locatifs sociaux. Donc, le transfert de maîtrise d'ouvrage, que vous connaissez d'ailleurs peut-être plutôt sous le terme de comaîtrise d'ouvrage, c'est l'ancien article 2, paragraphe 2 de la loi MOP et qui est dorénavant codifié dans le code de la commande publique. C'est un montage effectivement auquel nous recourons assez fréquemment, nous, en tant que bailleur social, dans le cadre de notre activité,
parce qu'il a le mérite de la simplicité. Donc ça a été rappelé, par Nicolas Cress. Alors, je vais peut-être nuancer un tout petit peu parce que, effectivement, ça a le mérite de la simplicité, mais ça ne permet pas que de faire des équipements publics en pied d'immeuble. Évidemment, nous aimons bien quand il y a une imbrication parce que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais, la condition, donc elle a été rappelée, c'est 2 maîtres d'ouvrage publics et c'est, 2 maîtres d'ouvrage publics qui ont une compétence simultanée sur des ouvrages qui sont réalisés en commun. Donc les textes ne prévoient pas forcément d'imbrication. La condition est pas forcément très, très, très précise, mais nous prenons en tout cas la liberté de pouvoir recourir à ce type de montage, lorsqu'il n'y a pas nécessairement d'imbrication entre les ouvrages. Donc les cas, que nous rencontrons, c'est Immobilière 3F, donc bailleur social qui se voit transférer la maîtrise d'ouvrage par la ville. Donc nous sommes face à des villes plutôt de taille moyenne, voire petite. Donc, je ne vais pas empiéter sur la partie d'Aurélie Galtin. Juste pour vous préciser que c'est une coopération contractuelle, donc le transfert maîtrise d'ouvrage, ça nécessite la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage, dont le contenu, à la différence d'ailleurs du mandat loi MOP, est très très peu réglementé, donc ça laisse une très grande liberté contractuelle aux parties. Alors nous prévoyons des clauses assez, classiques sur, les conditions d'organisation du transfert, pardon, donc les modalités de passation des marchés et cetera, mais également des clauses sur les conditions de financement puisque et ça c'est très important aussi à comprendre, le transfert maîtrise d'ouvrage permet à une ville de faire réaliser en fait l'ouvrage par le bailleur l'équipement public par le bailleur social mais ne permet pas de le faire financer par le bailleur social. Le bailleur social, il fait à la place de la ville, mais il ne finance pas pour la ville. Donc, il faut prévoir des clauses qui organisent les conditions de financement avec une clé de répartition, soit à la SDP, soit à la valeur du programme. Et nous prévoyons aussi un élément essentiel qui est le principe de gratuité. Donc ça, c'est aussi euh, face au risque qu'on a pu évoquer de requalification de la commande publique. On y reviendra très rapidement après. C'est un élément essentiel. Le transfert maîtrise d'ouvrage ne donne pas lieu à rémunération par la ville. Donc, nous faisons ça à titre gratuit. Évidemment, nous ne finançons pas l'équipement public, je viens de le dire, mais nous nous faisons rembourser seulement, donc à l'euro, les frais engagés, les frais communs engagés dans le cadre de l'opération globale. Je vais passer la parole à Aurélie Galta qui va peut-être vous illustrer un peu mon propos avec des opérations qu'on a pu réaliser en transfert maîtrise d'ouvrage. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, en exemple d'opération de maîtrise d'ouvrage, de transfert de maîtrise d'ouvrage, on rencontre l'hypothèse la plus courante qui est celle d'une ville qui est propriétaire d'un foncier. Alors, ce foncier, il peut être déjà bâti ou il peut être non bâti. Pour un exemple de foncier bâti, on avait une ville qui était propriétaire d'un gymnase, évidemment, qui était vieillissant et qu'il fallait réhabiliter. Et la ville a donc vendu, enfin, on a déjà fait on a commencé par faire une division en volume et la ville a vendu en fait le volume qui est supérieur, se situait au-dessus du gymnase à I3F. Et I3F a réalisé en maîtrise d'ouvrage direct les logements locatifs sociaux situés au-dessus du gymnase et a réalisé en vertu de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage, donc pour le compte de la ville, la réhabilitation du gymnase. Là, on voit très clairement l'intérêt de cette opération parce qu'elle soit réalisée par un maître d'ouvrage unique, parce qu'en fait, c'est une opération qui est très technique, imbriquée. Et évidemment, il n'est pas possible de recourir à deux entreprises, par exemple, de grosses œuvres pour réaliser ce type d'ouvrage. On a aussi un autre exemple où il n'y a pas forcément une imbrication, mais c'est quand même un ensemble immobilier unique. Là, c'est l'hypothèse où la ville est propriétaire d'un foncier. On va faire une division foncière. Elle va garder une partie du foncier sous sa propriété et elle va céder l'autre partie. Et là, on avait l'exemple où I3F construit des logements locatifs sociaux, toujours à proximité, et qui fait partie d'un ensemble immobilier avec un établissement scolaire. Voilà. Et donc, on voit bien que aujourd'hui, en tout cas, nous, enfin, l'objectif qui était poursuivi dans cette opération, c'était comme c'était un ensemble immobilier unique, c'était une unicité architecturale. Et évidemment, donc, il y avait ce critère-là qui justifiait
le recours au transfert de maîtrise d'ouvrage. Et comme l'a rappelé aussi Delphine, le critère du recours à la maîtrise d'ouvrage, c'est lorsque l'ouvrage dépend de la réalisation simultanée, enfin, il relève de la compétence simultanée de plusieurs maîtres d'ouvrage. euh, il est aujourd'hui pas encore clairement défini, en tout cas par la jurisprudence. Donc, on peut se permettre, je pense, cette liberté. Ensuite, les intérêts du montage, ils sont assez évidents. Donc, 3F va assurer la maîtrise d'ouvrage de l'opération de A à Z. Pour des petites villes, c'est pas rien parce qu'elles sont pas outillées, elles n'ont pas les services compétents pour faire de la maîtrise d'ouvrage directe. Là, on a parlé de la ville de Paris, évidemment, la majorité, on n'est pas dans ce volume-là enfin, de ville, et donc il n'y a pas les ressources au sein de la ville pour assurer la maîtrise d'ouvrage directe de ce type d'opération. Donc, c'est 3F avec son savoir-faire de bailleur social, de constructeur, qui va réaliser la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Ensuite, ce qui est intéressant pour la ville, c'est le financement, puisqu'en fait, elle va avoir pour objectif de réaliser une opération blanche. Elle va se servir du prix de cession. On l'a vu dans la première hypothèse, des volumes supérieurs au gymnase ou du prix de cession du foncier attenant pour, elle, ensuite, financer la réhabilitation de l'équipement public ou la création d'un équipement public neuf. Donc là, on est dans l'hypothèse où d'ailleurs les villes cherchent à survaloriser leur foncier au moment de la vente pour justement avoir les fonds nécessaires pour financer ensuite la réhabilitation ou la création de l'équipement public. Et l'intérêt aussi pour les villes, c'est qu'en ayant ce partenariat avec Immobilière 3F, c'est qu'elles peuvent remplir leur quota SRU, parce qu'évidemment, Immobilière 3F va construire des logements locatifs sociaux. Et l'intérêt pour 3F, évidemment, c'est elle d'acquérir du foncier pour remplir ses objectifs de construction de logements sociaux. Les intérêts communs, on l'a vu, il y a un intérêt évidemment technique, surtout dans les opérations qui sont imbriquées. Ça va faciliter la gestion des interfaces techniques des programmes. On va optimiser le pilotage, on va optimiser le temps, les études, la réalisation des travaux. Mais on va aussi placer tous les locataires d'ouvrages sous le contrôle d'un seul maître d'ouvrage unique. Enfin, d'un point de vue administratif et financier, on va évidemment globaliser les achats. Donc, sur le plan économique, c'est évidemment plus rentable tant pour 3F que pour la ville. Et on va aussi sécuriser les procédures d'achat. Dans nos opérations, c'est les procédures d'achat commande publique 3F qui s'appliquent. On va lancer nos appels d'offres selon nos pratiques. Voilà. Ensuite, évidemment, ce montage qui présente beaucoup d'intérêt, vous l'avez vu, il reste encore des limites, les limites qu'on a identifiées bah, par le retour d'expérience qu'on a eu de nos opérationnels et des éventuels contentieux. Et Delphine va donc vous les décrire. Alors oui, des limites. Première limite, on va dire que c'est un risque qui est plutôt d'ordre financier, qui pèse plutôt sur la ville. C'est le contre-pied de l'exemple d'Aurélie. C'est le cas où la vente du foncier ne permet pas de couvrir totalement le prix de revient de l'opération de valorisation de l'équipement public. Alors dans ce cas-là, la ville conserve à sa charge un delta qu'elle peut avoir du mal du coup à financer si elle a des difficultés de trésorerie, puisque voilà, pour rappel, c'est la ville qui finance 100% de son équipement public. D'autres difficultés, cette fois-ci plus juridiques, donc je l'ai déjà dit un petit peu, le transfert maîtrise d'ouvrage, il est très peu réglementé. Et cette absence de formalisme, c'est source de liberté, comme je viens de le dire, mais c'est aussi peut-être source d'insécurité. Pêle-mêle, 2 exemples qu'on a identifiés qui sont, bon, très juridiques. Par exemple, on ne sait rien sur les prérogatives qui peuvent ou qui d'ailleurs doivent être exercées par le maître d'ouvrage unique. La question, c'est est-ce que le transfert, ça suppose forcément une dépossession, pleine et entière de toutes les attributions de maître d'ouvrage? Donc par la ville, ou est-ce que la ville peut conserver à sa charge certaines prérogatives qu'elle peut continuer d'exercer en propre? Et on pourrait le comprendre, ce serait pas forcément anormal, même si ça paraît peut-être antinomique de la notion de transfert, parce que le transfert maîtrise d'ouvrage, il est simplement temporaire.
Donc évidemment, l'équipement public est destiné à revenir à la ville, ou à l'autre maître d'ouvrage public, c'est pas nécessairement une ville d'ailleurs, donc en fin des travaux. Donc on pourrait, enfin la demande de certaines villes, par exemple, d'être cotitulaire du permis de construire. Voilà, on a eu certaines demandes dans ce sens, et on a organisé des opérations, des montages dans ce sens. Ça peut paraître surprenant, mais intellectuellement, voilà, et en tout cas en pratique, opérationnellement, c'est pas aberrant. Autre problématique, c'est la question de savoir quelles règles on applique aux maîtres d'ouvrage uniques. Alors nous, Immobilière 3F, on est pouvoir adjudicateur, mais de droit privé. La ville est pouvoir adjudicateur de droit public. On n'est pas nécessairement soumis aux mêmes règles, que ce soit de passation ou d'exécution. Je vais donner un seul exemple qui pourra peut-être être un petit peu polémique, mais nous excluons dans nos marchés, qui sont des marchés de droit privé, la théorie de enfin, pas la théorie administrative, mais en tout cas l'application de l'imprévision. Donc la théorie civiliste. Une ville qui passe des marchés publics est soumise donc à cette théorie-là, l'imprévision. Donc voilà, quelles règles est-ce qu'il faut appliquer? Nous considérons que le transfert maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas un mandat, et donc nous appliquons nos propres règles. Voilà, pour la totalité de l'opération. Autre risque, c'est, on en a parlé, hein, le risque de requalification de la convention de transfert maîtrise d'ouvrage en contrat de la commande publique. Je vais évoquer le principe de gratuité. Est-ce que ce principe est suffisant pour retirer tout caractère d'onérosité à la convention? Nous considérons que oui, que le transfert maîtrise d'ouvrage, c'est une convention de transfert de compétences, de transfert de responsabilité. Donc nous nous plaçons dans le champ de l'article L 1100-1 du Code de la commande publique, qui exclut précisément ce type de convention du champ de la commande publique. Et enfin, mais c'est voilà, on a déjà évoqué, c'est la notion d'ouvrage relevant de la compétence simultanée de plusieurs maîtres d'ouvrage publics. C'est une notion qui est imprécise, et peut-être qu'une intervention du législateur, clarifiant un petit peu plus cette notion. On a eu des cas où certaines villes n'ont pas voulu recourir à ce type de montage parce qu'il n'y avait pas d'imbrication précisément entre les ouvrages. Voilà, peut-être qu'une intervention permettrait de sécuriser un petit peu plus le recours à ce montage qui est fort apprécié, en tout cas chez nous, par nos opérationnels. Merci beaucoup. Donc je vais passer la parole, maintenant à Bruno Saldarcan, donc pour, avoir un retour d'expérience, côté privé, sur, en fait, la thématique des VEFA, hein. Dans l'ordre, donc là, on examine effectivement ces montages immobiliers où, la commande publique est pas au cœur, et on terminera par, Armel avec, cette figure inverse de la commande publique, accompagnée d'un programme immobilier d'accompagnement. Donc là, dans le cadre de la VEFA, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, de votre retour d'expérience, des difficultés ou des réussites que vous avez pu vivre? Bonjour à tous à toutes et à tous. Bon, je vais essayer d'être bref parce que déjà beaucoup de choses ont été dites. Déjà juste, me présenter rapidement, ce qui vous permettra d'avoir une idée aussi sur la manière dont on aborde ces problématiques chez Nexity. Moi, je travaille chez Nexity depuis 22 ans et ça fait à peu près 22 ans qu'on est confronté, à ces problématiques. Alors avec un cadre, réglementaire qui a évolué, mais finalement pas spécialement tant que ça, puisqu'aujourd'hui, les notions que l'on évoque renvoient aux avis et aux arrêts du Conseil d'État des années 90. Alors vous dire que c'est un sujet de préoccupation majeure, hein, pour un opérateur privé. C'est une matière où il y a du risque. On a évoqué tout à l'heure les risques financiers, les risques d'image, certes, mais derrière tout ça, il y a des risques d'annulation des contrats, des risques d'annulation des décisions détachables, et également, lorsque l'on parle de commande publique ou de non-commande publique, la frontière entre les 2, l'arbitrage peut se faire aussi devant le tribunal correctionnel puisque derrière cette notion de marché public, contrôle de commande publique, se cache aussi le délit de favoritisme, est un délit où en fait on peut très vite y être, hein, puisqu'il ne suppose pas spécialement, d'intention maligne, mais les simples erreurs ou de mauvaise compréhension des procédures peut, le cas échéant, faire basculer le dossier,
heu, voilà, vers cette matière et ça, on ne le souhaite pas, naturellement. Vous dire également que pour un opérateur comme le nôtre, les VFA aux personnes publiques alors moi maintenant aujourd'hui je distingue bien la VFA à une personne publique, des ventes à des organismes sociaux. Alors, voilà, j'ai peut-être à tort, mais je suis bien obligé de distinguer puisque bon les textes certains textes ne sont pas les mêmes puisqu'il y a quelques textes propres aux VFA aux organismes sociaux, mais surtout, faire des VFA à des organismes sociaux aujourd'hui, c'est indispensable pour un opérateur privé. Ne serait-ce que du fait des obligations de mixité sociale, que l'on trouve dans les documents de planification urbaine. Donc, dès lors qu'il y a l'obligation de faire un pourcentage de logements sociaux dans des programmes, on n'a pas d'autre choix que d'imaginer faire des VFA. Ou alors c'est faire des ventes achevées, mais bon là se posent des problématiques, financières heu et puis, de certitude sur l'achèvement de la construction. Je vous disais que, nos réflexions ont évolué, pendant ces 20 années dernières. On a été très longtemps sur un cadre juridique relativement simple et finalement très incertain et un peu hypocrite, puisque jusqu'à l'ordonnance de 2015, hem, on naviguait, entre la jurisprudence européenne, la jurisprudence française, un cadre pas très donc enfin rien d'uniforme et puis surtout, le fait que jusqu'en 2015, ne relevaient pas alors je résume, hein, du droit de la commande publique, les contrats pour lesquels la personne publique n'avait pas la maîtrise d'ouvrage. Donc, l'AVEFA supposait effectivement que la personne, l'acheteur ne soit pas maître d'ouvrage, donc ça permettait d'appréhender les sujets un peu de cette matière. Depuis 2015, depuis 2016 et aussi un arrêt de la chambre criminelle, de la Cour de cassation, donc on a plus de certitude on est certain que, heu, tous ces contrats-là, sont susceptibles de faire l'objet de poursuites sur le plan sur le terrain du délit de favoritisme et on sait aussi depuis l'ordonnance de 2015 que la condition de maîtrise d'ouvrage a sauté, donc qu'une VEFA alors c'était, très contre-intuitif, hein, pour un privatiste, mais une VEFA peut être un marché public, de travaux, et un contrat administratif. Je vais, vous rendre la parole parce que sinon je pourrais encore parler très longtemps et peut-être répondre à des questions tout à l'heure, pour vous laisser le temps de poursuivre, les interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup du coup pour cette présentation, très synthétique. Effectivement, ça laissera, un peu plus de place, aux questions-réponses. Donc vous avez compris que je rassemblais plutôt pour la fin maintenant. Et donc, voilà, je pense que ce qui est intéressant, là on tourne beaucoup autour d'opérations immobilières avec un élément de commande publique et à un moment donné, je pense que la question qu'on se pose, c'est, comment on peut assumer l'inverse en fait? Donc, déjà, Nicolas Cress l'a évoqué, a évoqué un peu la difficulté en attendant l'existence d'un contrat qui n'existe pas ou n'existe pas encore. Pour autant, il existe bien des possibilités dans le droit de la commande publique, finalement d'assumer que l'équipement public, l'objet public l'emporte sur l'opération immobilière privée et donc de faire ce type d'opération mixte dans ce cadre-là. Et donc, Armel de Gueffier va nous faire part de son retour d'expérience dans une opération particulière, sous forme de contrat de partenariat ou marché de partenariat, je ne sais marché de partenariat déjà, ouais. J'essaye. Bonjour à tous. J'essaye de trouver les slides. Voilà, il y a quelques images d'illustration que je voulais vous présenter. Donc effectivement, comme l'indiquait François, je vais faire un retour d'expérience sur un marché de partenariat comprenant une opération de valorisation immobilière, dit programme immobilier d'accompagnement, et qui portait en l'occurrence sur le regroupement des services départementaux du Nord, sur un site unique, très bien situé en plein centre de l'île. Donc, vous avez à l'écran effectivement, la localisation, du projet. On est sur un site, donc, juste derrière la gare de l'Île-Flandre, qui, par sa localisation, évidemment, offrait des possibilités, très intéressantes, de valorisation au-delà, du besoin exprimé, par la personne publique, donc le département du Nord, qui était donc de regrouper ces services, aujourd'hui encore, disséminés dans l'île
soit dans le cadre de location, soit dans le cadre de plateaux de bureaux détenus en copropriété, soit dans le cadre de petits immeubles de bureaux. Bref, donc ça correspond véritablement à une opération de rationalisation de l'organisation du département d'une part, et d'autre part à la valorisation de son patrimoine par le biais donc de ce programme immobilier d'accompagnement. Alors, à titre d'illustration, au moment de la libération du bâtiment existant, il y avait 470 agents qui travaillaient dans ce bâtiment. À l'issue du projet, il y en aura plus de 1500. Donc, on voit ici l'opération de rationalisation qui est faite. Je précise également que l'ouvrage existant était, j'en parle au passé puisque aujourd'hui il est démoli, était un ouvrage bourré d'amiante et surtout très difficile à rénover avec des gros problèmes de mise aux normes d'accessibilité et également un caractère IGH, immeuble de grande hauteur, qui induit des coûts de fonctionnement très élevés pour le propriétaire du bâtiment, compte tenu des contraintes de sécurité. Donc assez vite, le département a choisi effectivement de retenir une opération de démolition et de construction neuve. Alors avant cette conférence, j'ai interrogé notre interlocutrice au département du Nord sur les motivations qui avaient conduit le département à retenir le choix du marché de partenariat associé à une opération de valorisation foncière. Deux principales raisons. Tout d'abord, la notion d'aménagement urbain d'ensemble, parce qu'on le voit à l'échelle effectivement de la parcelle, hein, qui représente 11 000 mètres carrés à peu près. On est vraiment sur un morceau de ville dans lequel il était important de remettre de la cohérence. On était sur une architecture des années 70 avec beaucoup de problèmes d'accessibilité, de différence de niveau, de surcroît dans un quartier de gare, donc avec des usages qui sont parfois pas ceux qui sont attendus. Donc il y avait vraiment la nécessité d'avoir une approche globale à l'ensemble de l'îlot. Deuxième raison qui a conduit le département à choisir le marché de partenariat, c'était la maximisation des droits à construire, puisque clairement, l'opération de valorisation foncière devait permettre de financer une part non négligeable du coût d'investissement, à savoir les 30 000 mètres carrés de bureaux, puisqu'on parle de 30 000 mètres carrés de bureaux pour les besoins du département du Nord. Donc, pour information, cette opération, la valeur de la cession de l'assiette dédiée au programme de valorisation représente 20% du coût de l'opération publique, du coût du bâtiment public réalisé dans le cadre du marché de partenariat, qui est donc son objet principal. On peut peut-être voilà, dérouler les slides suivants. Donc, pour vous montrer le projet retenu. Alors, à l'issue, je le précise, bien sûr, d'une procédure de mise en concurrence, en l'occurrence d'un dialogue compétitif, qui a vraiment trouvé tout son sens. Parce que, pour revenir aux motivations du département, dans les premiers scénarios étudiés par le département pour le projet, ils avaient envisagé de pouvoir valoriser 8 000 mètres carrés de droits à construire. C'est presque 30 000 mètres carrés qui sont finalement valorisés et donc traduits dans le prix de cession de cette parcelle qui se trouve en fait à l'angle, si vous voyez sur la diapo, qui se trouve donc le plus proche de nous là sur l'image, véritablement à l'angle de cette parcelle donc qui accueille ce programme privé. Donc quelque part l'objectif est tenu puisque l'objectif de maximisation de la valeur foncière est véritablement atteint. Si on passe à la diapo suivante, on voit par les aplats de couleurs la partie du programme qui représente effectivement l'ouvrage public, hein, qui reste propriété du département du Nord. Il n'y a pas du tout de transfert de droits réels dans le cadre du marché de partenariat sur cette partie, donc on appelle nouveau forum, donc en partie orangée. Et sur la partie rose, le programme immobilier d'accompagnement, qui est un vrai programme mixte de centre-ville avec du logement à l'accession, du logement social et 15 000 mètres carrés de bureaux qui sont vendus à un investisseur institutionnel. Pour terminer sur ce retour d'expérience, si on passe effectivement sur le petit, donc ça c'est pour exposer la répartition programmatique, mais on l'a vu. Pour faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre de ce programme de valorisation foncière dans le cadre d'un marché de partenariat, enfin pas enseignement, ce serait un peu prétentieux, en tout cas 3 retours d'expérience sur cette mise en œuvre. Tout d'abord, les textes relatifs aux recettes annexes, on les appelle aussi comme ça en marché de partenariat, précisent effectivement que c'est le titulaire qui valorise le foncier
et notamment dans le cadre de cession, qu'il peut procéder à la cession de foncier préalablement cédé par la personne publique. En fait, on n'a pas tout à fait comme ça pour des raisons très pratiques, parce que le titulaire du marché de partenariat n'a pas vocation à porter un risque de promotion immobilière. En marché de partenariat, les intervenants sont souvent des fonds qu'on appelle des fonds infrastructures. Ils prennent un risque de disponibilité, c'est-à-dire la capacité de leurs co-contractants à livrer le bâtiment objet de la commande publique dans les temps et ensuite aux mainteneurs de garantir les performances de cet ouvrage dans le temps. Ils n'ont pas le profil pour prendre des risques de promotion immobilière dans le cadre d'une opération en PPP. Donc, rendre le titulaire du marché acquéreur de cette parcelle posait des vrais problèmes de prise de risque, de structuration financière également, parce que les banques qui financent le bâtiment public, hein, l'objet principal du marché de partenariat, à hauteur de 80, presque 95%, hein, on sait qu'en PPP, on utilise à fond le levier de la dette bancaire, ne sont pas du tout non plus d'accord pour prendre un risque indirectement de commercialisation sur le titulaire du marché qui est l'emprunteur. Donc, on a en fait présenté au département du Nord l'acquéreur de la parcelle directement, qui n'a donc pas été effectivement le titulaire du marché, mais le promoteur désigné par le titulaire du marché. En même temps, c'était pas l'inconnu total, puisqu'il se trouve que c'est la même équipe de copromoteurs, en l'occurrence le groupe Duval et Vinci Construction, qui réalise l'ouvrage public et qui réalise le programme de valorisation foncière. Donc il y avait quand même une cohérence au niveau des interlocuteurs qui a pu rassurer le département du Nord. Donc effectivement, deux approches quand même différentes de risques qu'il a fallu quand même un petit peu compartimenter dans la mise en œuvre. Deuxième retour d'expérience, il faut dans ces projets-là envisager le cas de la non-réalisation de l'opération privée. On sait qu'en PPP, on arrive à surmonter des risques de recours, notamment contre les permis, parce que, in fine, on a une personne publique qui peut dire je vous demande de continuer l'exécution du contrat. Et si par malheur, effectivement, l'autorisation est au final annulée, eh bien, on a des clauses de résiliation qui sécurisent le titulaire sur les dépenses engagées. Donc, on arrive à surmonter ce type de difficultés. En promotion privée, on n'achète généralement pas un terrain sans avoir un permis de construire devenu définitif, en tout cas la plupart du temps. Donc, c'était quand même pas possible de prendre l'engagement d'acheter, quoi qu'il arrive, ce terrain au département du Nord. Même si je précise que les conditions suspensives d'acquisition étaient très limitées, c'était la règle du jeu donnée par le département, mais il y avait quand même une condition d'obtention des autorisations administratives purgées. Donc, il a fallu, dans le cadre du dialogue compétitif avec le département, envisager le cas de non-acquisition de cette parcelle de valorisation pour des raisons et bien évidemment indépendantes de la volonté de l'opérateur. Et donc, on a mis en place une clause de rencontre qui permet aux 2 parties de se rencontrer, c'est-à-dire au moment de lancer les travaux de l'objet, principal, hein, les bureaux pour le département du Nord. Si on n'était pas en mesure effectivement d'acheter, la parcelle de valorisation, eh bien, soit le département pouvait décider d'arrêter le projet, soit il pouvait décider de compenser l'absence de prix de cession, hein, qui permet au final de réduire le coût du projet, pour le département du Nord. Soit donc voilà, de compenser cette absence d'acquisition de la parcelle par un versement complémentaire au titulaire du marché. Donc il a fallu envisager ces cas, qui heureusement ne se sont pas produits, mais c'est quand même indispensable d'avoir effectivement la vision des risques inhérents à une opération, de promotion immobilière privée qu'on arrive généralement à surmonter plus facilement en PPP. Enfin, un dernier renseignement, il a fallu aussi organiser les flux financiers, puisque donc vous avez bien compris que, le promoteur qui achète la parcelle de valorisation, in fine, ce prix de cession sert à diminuer le coût de l'équipement public, pour le département du Nord et on avait prévu pour des raisons de fluidité, de facilité de mise en œuvre, que le prix de cession de la parcelle, il soit versé directement par les mécanismes d'une délégation de paiement au titulaire du marché de partenariat, permettant aussi ainsi au titulaire du marché eh bien, d'alimenter son plan de financement et de réduire au final le loyer qui sera facturé au département du Nord. Eh bien, ça a été refusé par le payeur, départemental, au motif, eh bien, du monopole, de la manutention des deniers publics. Il s'est formellement opposé, à ce mécanisme qui avait été validé au stade de la promesse
Donc voilà, donc on a dû effectivement changer notre fusil d'épaule, sur cette, affaire de flux, où on est revenu à un mécanisme de double détente, c'est-à-dire de versement du prix de cession, du foncier au département du Nord, lequel a reversé 30 ou 45 jours après, lequel a reversé au titulaire du marché, eh bien ce prix, sous la forme d'une avance sur loyer, une avance, sur redevance. Donc, voilà, petite difficulté de mise en œuvre qui a été heureusement surmontée. Euh, merci beaucoup Armel, hein. Je pense que ça montre bien aussi que dans ces opérations mixtes, il y a deux mondes qui se rencontrent, celui des opérateurs qui travaillent sur la réalisation d'ouvrages publics et puis le monde de l'immobilier. Je pense qu'on en parlera encore cet après-midi. Et c'est vrai que le mélange des deux est pas toujours évident et peut conduire à ces séparations. Ça rejoint, il me semble, un peu finalement ce qu'exposait Nicolas Cress tout à l'heure sur la VFA minoritaire qui devient plus une VFA puisqu'on a une cession de volume d'un côté et puis un marché de travaux de l'autre, ce que j'appelais la tarte au citron déstructurée. Et là, de la même manière, on a un texte hein, dans le code de la commande publique qui prévoit qu'effectivement le terrain est cédé au titulaire du marché de partenariat, qui lui-même le recède au promoteur immobilier. Et de mon expérience des PPP, et je pense que, enfin, je ne pense pas il y ait beaucoup de contre-exemples, c'est jamais comme ça qu'on a fait en fait. Et avant ce texte-là, il n'y avait pas de texte du tout et on faisait ce mécanisme-là. Et puis le législateur a cru bon de décrire ça et personne n'a jamais fait ça pour les raisons que vous avez exposées. Et puis le mélange effectivement de risques immobiliers et de risque public n'est pas une question, enfin oui, de risque public et pas une question théorique, quoi. Donc je trouve que finalement on retrouve cette question de la limite en fait de la mixité et du mélange. Oui, bien sûr. Ah, bah ouais. Mais vous n'avez pas le micro. J'ai pas le micro, mais effectivement, j'avais une question. Est-ce qu'il avait été vous avez déposé 2 permis du coup, je comprends? Un pour le programme privé et un pour le programme public. Il n'a jamais été envisagé d'optimiser le foncier en faisant justement un seul programme et en ayant le même mécanisme de pas de cession du terrain à un promoteur, mais de cession justement de biens construits au-dessus? Parce que là, on est carrément sur une opération d'aménagement. On divise le foncier en 2, il y a une partie qui est cédée. On aurait pu imaginer ça avec un programme, finalement, un projet immobilier avec un seul immeuble, une partie publique et une partie privée. Oui, effectivement, d'ailleurs, on était soumis à autorisation environnementale, hein, compte tenu de l'ampleur, du projet. Je pense qu'on n'a pas fait comme ce que vous venez d'évoquer parce que, il faut que chaque objet soit quand même bien séparé. C'est vrai que sur la photo, on a une cohérence, architecturale, d'ensemble, hein, qui paraît assez évidente. Pour autant, chaque objet est parfaitement, séparé parce que quand un investisseur, institutionnel, en l'occurrence avec un profil d'assureur, achète un immeuble de bureau, il veut vraiment être chez lui. Il veut pas de servitude avec les ouvrages attenants, même si, le département du Nord est un voisin de qualité, à n'en pas douter. Et la question se pose aussi évidemment pour la partie, logement à l'accession. Il fallait qu'il y ait vraiment, une séparation parfaite entre chaque objet. Alors nous avons peut-être quelques minutes, peut-être deux, trois questions à prendre avant que Jean-François se lance dans la synthèse. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, du coup, moi, je commencerai par une question, en attendant que la salle se réchauffe. Bon, on a beaucoup entendu évoquer hein, le marché de partenariat comme finalement seul contrat de la commande publique qui puisse générer ce type d'opération. Euh, alors, j'en suis absolument pas convaincu. Bon, il y a la question des concessions. Euh, je, je pense qu'aussi des marchés globaux doivent permettre ce type d'opération. Alors, sans entrer dans le détail, il y a quelques questions. Peut-être que Jean-François euh, évoquera donc de lier un marché global, notamment un marché global de performance, qui est aujourd'hui un contrat qui est beaucoup utilisé avec une opération de valorisation. Et c'est vrai on voit que il y a une certaine réticence de la pratique, voire parfois de la doctrine sur le sujet.
Et comme j'aime bien être contredit, Armel, je sais que vous n'êtes pas nécessairement totalement d'accord et que vous voyez un certain nombre d'obstacles à cette utilisation-là, qui pourtant pourraient peut-être correspondre à des opérations peut-être de moindre ampleur, où la partie publique peut être payée sans paiement différé par la personne publique et liée quand même avec une certaine mixité d'usage en liant un marché, plutôt un marché global en fait, à une opération de valorisation de ce type-là, c'est-à-dire qu'on remplace les figures du marché de partenariat par celle du marché global. Mais je crois que vous n'êtes pas nécessairement tout à fait d'accord. En effet, merci pour cette question. Effectivement, les textes, ils sont silencieux, hein, sur la possibilité de recourir à des programmes immobiliers d'accompagnement, dans le cadre d'un marché global de performance. Sachant que c'est prévu explicitement pour le marché de partenariat et pour certains, effectivement, marchés publics globaux, notamment pour la Société du Grand Paris, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut se dire, par raisonnement, que, bah, si les textes sont silencieux pour le marché, global de performance, bah, on y voit une interdiction, implicite finalement. Mais on peut naturellement en débattre et je sais qu'il y a eu des avis différents qui ont pu être exprimés dans différentes revues. 2 autres observations sur ce sujet, c'est que en marché global de performance, on n'est pas maître d'ouvrage quand on est titulaire et c'est quand même une des différences importantes avec le marché de partenariat. On n'est pas maître d'ouvrage donc la notion un petit peu d'opération globale que j'ai décrite, sur le cas du forum de Lille, on ne la retrouve pas, dans ce cadre-là. On n'a quand même pas, la même qualité et la même légitimité pour intervenir sur un projet global quand on n'est pas maître d'ouvrage. Et puis dernière remarque, effectivement, en marché global de performance, il n'y a pas la notion de paiement, différé, même si c'est en train un petit peu d'évoluer en ce moment. Donc finalement, faire une opération de valorisation immobilière, ça revient à payer le titulaire, en partie en nature, par le biais de cette remise de foncier, cette cession de foncier. Hem, tout ça me paraît quand même pas très encadré. Voilà. Merci Armel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Alors, il faudra un micro qui marche. Oui, bonjour. Donc j'ai une question pour I3F sur la notion de gratuité des transferts de maîtrise d'ouvrage et sur les modalités d'analyse de la somme que vous êtes capable de refacturer au titre des défraiements et comment vous fonctionnez très pratiquement enfin, sur ce point-là. Est-ce que vous avez une sorte de pourcentage préfixe ou est-ce que vous êtes capable par une comptabilité analytique de refacturer, je sais pas, une part de masse salariale de tel chargé d'opération qui suit l'opération ou des pourcentages des marchés de maîtrise d'œuvre? Enfin, comment vous fonctionnez très concrètement pour être sûr qu'on franchisse pas le seuil où en fait on pourrait se dire que vous êtes rémunéré sur la prestation que vous effectuez? Alors on n'a pas une approche aussi fine, en tout cas à notre niveau. Hem, c'est tout l'enjeu, et le risque. On a dans notre convention de transfert maîtrise d'ouvrage un listing un peu des frais communs qu'on peut identifier. On a surtout ce que j'ai dit aussi, une clé de répartition donc qui est pas for qui est pas parfaite, hein, parce que la clé de répartition, selon qu'on choisit, la SDP ou selon qu'on choisit heu, la valeur, voilà, la valeur, de l'ouvrage, de l'équipement, on n'est pas sur, une analyse, comptable très, 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 très précise. Après ce que je voulais dire aussi de manière plus générale, c'est que, le transfert de toute façon, je vais peut-être un peu nuancer ce que j'ai dit avant. En fait, donc il y a effectivement le principe de gratuité et le principe selon lequel, c'est la ville, qui est censée financer son ouvrage.
Et je dis censé, non pas parce que c'est pas le cas en pratique, mais parce que, en pratique, de toute façon, le transfert de le transfert de maîtrise d'ouvrage, c'est un transfert aussi de responsabilité. Donc nous, en tant que maître d'ouvrage unique, on s'expose de toute façon à un risque, par exemple, à un risque contentieux qui est aussi un risque financier. On supporte un alors évidemment, on essaye de le cadrer, hein, dans le cadre de la convention de transfert maîtrise d'ouvrage, mais on supporte de toute façon un risque financier qui va au-delà de notre propre en fait, de notre propre opération, de notre propre ouvrage, quand je dis notre propre opération, c'est notre propre construction de logements, locatifs sociaux. Donc évidemment, on marche sur des œufs, hein, sur ce terrain-là et je réponds pas, directement à la question. Je ne sais pas si je vais faire mieux. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, quand on dit rémunération gratuite, qu'est-ce qui ne donne pas lieu à rémunération? C'est tous les services de 3F, c'est-à-dire c'est le personnel qui va, suivre l'opération, c'est les comptables qui sont mis à disposition, c'est tous ces frais-là, évidemment, qui sont gratuits. Ensuite, ce qui va payer la ville, c'est, bah, tout ce qui sont en fait les situations de travaux, enfin le remboursement des situations de travaux que 3F, va avancer, heu et donc du coup, là, c'est assez facile, en tout cas au départ, il y a un prix quand même qui est annoncé et même des clauses pour, prévoir l'évolution de ce prix et ensuite, évidemment, il y a les situations sont validées par le maître d'œuvre, par nous et puis tout ça, ça remonte dans les tuyaux et après ça passe à la comptabilité publique de la ville et voilà donc je ne sais pas si ça a plus, répondu à votre question ou Donc nous, on en fait beaucoup des transferts de maîtrise d'ouvrage et on les fait avec, nos opérateurs qui sont nos filiales. Alors malheureusement pas I3F. Tu veux dire, faire bondir I3F, je pense, ou en tout cas va leur donner matière à défendre, d'autres contrats ultérieurement. Mais nous, on accepte d'effrayer, nos opérateurs et c'est admis par notre direction d'affaires juridiques sur la rémunération au moins des salariés qui travaillent sur la partie opération. Et on rentre pas dans le détail parce que c'est trop compliqué, donc on applique un pourcentage, en fait, et en général, avoisine les 5 hein. Donc de défraiement pour, les ressources internes mobilisées par l'opérateur pour, piloter quelque part la maîtrise d'ouvrage, à notre place du projet, quoi. Réponse. ce que je voulais dire, c'est qu'on va pas facturer d'honoraires au titre, bah, de la mission de prestation de maître d'ouvrage. Voilà. Alors que, de ce que je comprends, c'est qu'apparemment il y en a d'autres. Enfin, voilà. Ouais, déploiement de Vous appelez ça défraiement, vous? D'accord, OK. Bah, nous, le principe, c'est qu'en tout cas, nos transferts d'ouvrages sont à titre gratuit et donc c'est ça la différence. c'est ça, ouais. Non, bon, après, c'était juste, pour dire que de toute façon, sur ce sujet-là, on marche sur des œufs et si on veut se mettre dans le champ de la convention de transfert de compétences ou de transfert de responsabilité, il est bien prévu qu'il ne doit pas y avoir de rémunération des prestations contractuelles. Donc, après, voilà. Donc on voit qu'on est, enfin le texte fait 2 lignes, Mmh. il y a pas de jurisprudence, pas beaucoup de doctrine non plus et effectivement, pourtant avec un outil qui est, manifestement enfin le je pense que l'exemple de la ville de Paris et le vôtre montre qu'il est, utilisé de façon, assez importante donc un champ de réflexion, qui est ouvert et s'il y a pas d'autres questions, je vais, laisser la parole à Jean-François Lafay pour, conclure cette table ronde. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref puisqu'évidemment l'heure est avancée. Je vais essayer de faire une synthèse en distinguant 3 types de valorisation, qui, j'espère, correspondent, globalement aux hypothèses que nous avons rencontrées. Le premier type de valorisation, c'est l'hypothèse dans laquelle, un acheteur public essaie d'augmenter la valeur d'un équipement public lors de son acquisition. Alors ça consiste essentiellement à faire en sorte qu'il soit mieux adapté à ses besoins, donc qu'il présente une plus forte utilité et en ce sens une plus forte valeur pour lui. Et cette valorisation va passer par des demandes de travaux qui sont réalisées, heu, au moment de l'acquisition, donc à l'égard du vendeur.
Deuxième type de valorisation, c'est l'hypothèse dans laquelle un acheteur public va essayer d'acquérir un équipement en même temps qu'une cession, donc l'hypothèse du contrat mixte que nous avons évoqué, et finalement tirer la meilleure valeur de l'immobilier qu'il est cédé, essayer de faire d'une pierre deux coups, faire en sorte qu'il tire le meilleur prix de la cession de l'immeuble, tout en réalisant l'équipement public et faire en sorte surtout que l'un des aspects n'empêche pas la réalisation de l'autre, voire n'ampute pas la valeur qui peut être tirée, notamment du prix de cession. Troisième hypothèse de valorisation, c'est l'hypothèse dans laquelle, qui a été évoquée en dernier, un acheteur public utilise la valeur d'un terrain comme mode de rémunération pour financer la réalisation d'un équipement public. Bien évidemment, ces trois hypothèses ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. Donc, je vais essayer de revenir sur ces trois hypothèses successivement. Première hypothèse, un acheteur public va, au moment de l'acquisition d'un équipement public, demander la réalisation de travaux pour faire en sorte que cet équipement soit le plus adapté à ses besoins et qu'il présente ainsi, d'un point de vue subjectif, une plus grande valeur pour lui. Ça suppose donc de passer un contrat qui, on l'a dit, aura deux objets, un objet d'acquisition, un objet immobilier, et un objet de travaux, parce qu'il y aura une demande de travaux de façon à adapter l'ouvrage à ses besoins, à l'adapter le plus possible. Dans ce cas-là, on peut assez aisément considérer que les deux besoins sont indissociables, tout simplement parce qu'ils portent sur le même ouvrage qui est acquis par l'acheteur public. L'enjeu principal alors, c'est évidemment de savoir où est la frontière avec la commande publique et de déterminer quelle est la nature des travaux, quelle est l'ampleur et la spécificité des travaux qui vont faire que ce sera le but principal de l'opération et qui donc vont conférer aux travaux le caractère d'objet principal ou pas, si évidemment le seuil n'est pas franchi, ce qui fera, s'il est franchi, basculer le contrat dans le champ de la commande publique. Et évidemment, le régime juridique applicable au contrat découlera de celui de son objet principal. Alors, en l'état du droit, c'est-à-dire essentiellement en l'état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, cette possibilité est utilisable, envisageable, s'agissant d'un ouvrage non encore construit. Donc, on acquiert un ouvrage qui n'est pas encore construit et on demande en même temps la réalisation de travaux. C'est possible dès lors que l'immeuble en question, l'ouvrage en question, est en cours de commercialisation, en ce sens qu'il a été conçu, qu'il est offert à la vente, même si l'ouvrage peut comporter plusieurs options, et on verra y compris des options structurelles, et même si le permis de construire, l'autorisation de construire relativement à cet ouvrage n'a pas encore été déposée. Dans ce schéma-là, ce type de contrat présente un double avantage, une double opportunité pour l'acheteur public. Premièrement, ça lui permet de choisir des options structurelles. Donc, parmi les options structurelles offertes sur le marché, lorsqu'elles le sont, bien sûr, et lorsque ça peut être démontré, autrement dit, lorsque elles sont, comme je l'ai dit, ouvertes à la commercialisation avant les relations entre l'acheteur public et le promoteur, choisir des options structurelles qui satisfont le mieux ses besoins. Ça permet ensuite une deuxième opportunité qui est de demander des travaux, même s'ils ne sont pas prévus initialement, donc qui ne correspondent pas à des options qui feraient partie de l'offre commercialisée, de l'offre commerciale, dès lors que ces travaux qui sont demandés n'impliquent pas que l'acheteur ait une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage, c'est-à-dire sur sa structure architecturale. Et donc, des travaux d'aménagement intérieur sont légitimes et peuvent être demandés dès lors que leur ampleur ou leur spécificité ne conduit pas, ne dépasse pas ce qui pourrait être demandé par un acquéreur habituellement. En revanche, si on franchit le seuil, c'est-à-dire si les demandes de travaux de la part de l'acheteur, de l'acquéreur public, de l'équipement dans le cadre d'un programme plus vaste, par exemple, si les demandes de travaux de l'acquéreur, de l'acheteur public, conduisent à avoir une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage, alors on passe évidemment dans le champ de la commande publique, ce sera un marché de travaux. Ce qui empêche évidemment alors d'acquérir directement cet ouvrage en principe auprès de l'offreur initial, puisqu'il faudra mettre en œuvre une procédure de publicité de mise en concurrence. La seule possibilité de poursuivre dans cette acquisition directe, c'est d'utiliser une dérogation aux obligations de publicité de mise en concurrence, et en particulier celle dont il a été à plusieurs reprises question ce matin, c'est-à-dire celle qui est ouverte par l'article R 2122-3 du Code de la commande publique,
à- c'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle, pour des raisons techniques, on ne peut faire réaliser les travaux que par un opérateur déterminé, qui est celui qui est en charge de la réalisation de la partie principale de l'ouvrage, au sein duquel l'acheteur public acquiert une partie minoritaire et indissociable. Mais il faut alors veiller soigneusement à justifier l'utilisation de cette dérogation qui est prévue par les directives européennes et évidemment appliquée par la jurisprudence de la Cour de justice, selon un standard assez élevé qui suppose d'identifier des circonstances exceptionnelles et la nécessité absolue, puisque ce sont les termes utilisés, de faire réaliser les travaux par un opérateur déterminé. Deuxième hypothèse de valorisation, c'est l'hypothèse dans laquelle, lors de la cession d'un terrain, comme ça a été évoqué, eh bien, l'acheteur va acquérir un équipement public qui est réalisé par l'acquéreur du terrain. Ici aussi, on retrouve un objet composite avec une cession, un objet immobilier, et puis la réalisation de travaux correspondant, selon le cas, plus ou moins aux besoins de la collectivité publique. Et il va falloir déterminer quel est le but principal de l'opération, ici encore pour déterminer son objet principal. Globalement, c'est assez simple si le projet de l'acquéreur du terrain, globalement, est déjà défini et que l'acheteur public acquiert une partie sans prescription particulière et pour un montant qui est de travaux qui est inférieur au prix de cession. Dans ce cas-là, ça peut être facilement envisageable. S'il y a des travaux qui sont demandés, alors on va retomber par analogie dans le raisonnement de la Cour de justice applicable aux acquisitions que j'ai évoqué précédemment. Et puisque c'est le raisonnement de la Cour lorsque un acheteur public acquiert un immeuble à construire, il va falloir ici encore déterminer à partir de quand les prescriptions de travaux qui sont formulées ont une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage. Et donc, il faut probablement veiller dans ce cas-là à ce que l'acheteur public ait avant tout des prescriptions d'ordre fonctionnel et qui ne portent pas sur la structure architecturale de la partie qu'il entend, de l'équipement qu'il entend acquérir. Sinon, évidemment, il y aura un plus fort risque de basculement du côté de la commande publique. Ici encore, si jamais on franchit la frontière, on peut envisager d'appliquer une dérogation, et celle de l'article R 2122-3 à nouveau, avec une difficulté plus marquée ici de justification, dans la mesure où l'acheteur public est au départ propriétaire du foncier, et donc parmi les efforts de justification quant à l'utilisation de cette dérogation, il faudra absolument qu'il explique pourquoi il y a des raisons, des nécessités absolues de confier des travaux à un opérateur déterminé, sans qu'il y ait eu préalablement, puisque la personne publique était propriétaire du foncier, de restrictions artificielles du marché, bien évidemment. La troisième hypothèse, enfin, est celle qui a été encore une fois évoquée en dernier, celle dans laquelle eh bien, finalement l'acheteur public assume complètement la commande publique et très librement va définir un ouvrage qui correspond absolument à ses besoins et donc avoir ici une influence déterminante assumée sur la conception de l'ouvrage, mais va utiliser la valeur d'un immeuble, la valeur d'un foncier comme mode de financement de l'opération, comme mode de rémunération totale ou partielle de l'équipement qui est commandé. Puisqu'on est dans un champ de commande publique, on peut évoquer les deux modèles de commande publique qui l'ont été au cours de cette table ronde, c'est-à-dire le modèle de la concession et le modèle du marché public. Le modèle de la concession, il présente a priori des avantages très intéressants au regard des besoins qui ont été exprimés, qui sont souvent des besoins de globalité, des besoins de transfert de maîtrise d'ouvrage, des besoins de financement par le secteur privé. Or, ici, on retrouve dans une certaine mesure ces éléments. La concession est un contrat global dans lequel les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage privé. Le concessionnaire assume le risque économique de l'opération et donc l'acheteur public va finalement, enfin qui ici sera une autorité concédante bien sûr, va céder le foncier à charge pour le concessionnaire eh bien, d'en tirer une rémunération et d'assumer le risque économique éventuel. Pour qu'on soit dans le modèle de la concession, il faut évidemment qu'on ait un risque économique, mais il faut aussi qu'on ait un transfert de droit d'exploitation, puisque ça, c'est au cœur de la concession. S'il n'y a pas de transfert de droit d'exploitation par lequel le concessionnaire se rémunère, on n'est pas dans le cadre d'une concession. Or, la Cour de justice de l'Union et le Conseil d'État considèrent que tel n'est pas normalement le cas lorsque le droit d'exploitation prend sa seule source, je cite, sa seule source dans le droit de propriété qui est transféré au concessionnaire.
Et donc, dans ce cas-là, eh bien, le transfert du droit de propriété, du droit immobilier, correspond non pas, selon cette perspective, à une concession, mais à un équivalent du prix. Et donc, on va être dans le modèle du marché public. Un modèle dans lequel le transfert de droit immobilier sert à rémunérer en tout ou en partie la réalisation des travaux. Donc, c'est une hypothèse où il y a un paiement au moins en partie en nature. On a eu des exemples de ces hypothèses, mais il est vrai que ces exemples sont un peu anciens, même s'il y a de nombreuses expériences, il y a des expériences dont il a fait état et des dispositions particulières pour certains marchés, dont le marché de partenariat. Euh, Néanmoins, d'une façon générale, les textes relatifs à la définition du marché public prévoient que la contrepartie, c'est un prix ou un équivalent. Donc, il y a bien une disposition générale qui prévoit qu'il peut y avoir un équivalent du prix qui peut être éventuellement consisté en la valeur d'un immeuble qui est transféré. Alors évidemment, il y a plusieurs séries de questions qui ont été abordées parce qu'il y a des dispositions spécifiques, évidemment, sur les modalités de rémunération du titulaire du marché. Donc, par exemple, dans les marchés de partenariat, il faut qu'il y ait un paiement pendant toute la durée du contrat. Il faut qu'il y ait un paiement qui soit lié aux objectifs de performance. On retrouve dans les marchés globaux de performance une rémunération qui doit être liée à l'atteinte d'engagements de performance mesurables. Ce qui fait que, évidemment, on ne peut pas avoir, il faut un ensemble de clauses qui permettent d'ajuster, de respecter ces exigences et de faire en sorte que, eh bien, à côté du transfert de droit immobilier, il y ait une adaptation de la rémunération. Il y a aussi d'autres dispositions qui sont un peu moins spécifiques cette fois à tel ou tel mode de rémunération dans tel ou tel marché public plutôt, mais des dispositions qui sont relatives dans les marchés publics en général au prix ou au paiement direct des sous-traitants. On peut admettre, je crois que les dispositions relatives au prix n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque le paiement n'est pas réalisé par un prix, puisque par hypothèse, bon, elles n'ont pas été conçues pour ça. Le problème du droit au paiement direct des sous-traitants est plus délicat parce que ça ne sert à rien de rémunérer le titulaire par un transfert de droit immobilier s'il faut par ailleurs assurer le paiement direct des sous-traitants. Et donc là aussi, il faut faire un effort. Soit on bénéficie de dispositions comme dans les marchés de partenariat qui nous dispensent d'assurer ce paiement direct, soit eh bien, il faut considérer, mais ce qui reste à faire accepter, que lorsqu'il y a un paiement par un équivalent du prix, eh bien, on retrouve également une forme de dispense comparable. Autrement dit, pour conclure, puisque tout le monde a envie que je conclue, j'en suis certain, et évidemment, ces montages, assez souvent, ils visent à répondre à un besoin de simplicité et de rapidité du point de vue des acheteurs publics. Et ils sont facteurs d'économie, hein. La globalité est un facteur d'économie en termes de transactions, en termes de simplification de l'exécution des opérations, on l'a vu. Mais évidemment, il y a un risque également de coût qui peut être lié à la complexité du montage, donc à la complexité des négociations, et éventuellement, lorsqu'on se dit qu'on ne va pas sur le terrain de la commande publique et qu'on ne met pas en concurrence, évidemment, un risque de manque de mise en concurrence, alors que lorsque c'est spontanément utilisé, comme on l'a vu dans la table ronde précédente, eh bien, ça peut satisfaire les acteurs. Je vous remercie.